C'était un parcours à début rapide, donc j'ai commencé en CP1 à l'âge de 5 ans et puis j'ai sauté quelques classes, donc de la CM1 au CM2, de la 5e au 3e, de la 3e au première et de la première au terminale. Donc ce qui m'a permis d'arriver à l'université à l'âge de 15 ans et puis j'ai fait 3 années de licence en licence et puis une année en maîtrise. Donc c'est un peu pourquoi j'ai pu finir à l'âge de 19 ans les maîtrises en mathématiques et physique. Parlez-nous un peu de l'étude que vous êtes en train de faire actuellement et qui vous a valu d'être retenu parmi les lauréats du NEF. Bon, présentement je fais de l'ergodicité quantique. Cela peut s'expliquer simplement par le problème de son. Donc comment imaginer et concevoir le son, la forme d'un tam-tam juste en écoutant le son. Donc bon, là c'est juste une explication simpliste, mais c'est une illustration de la recherche que je fais. Et cette recherche permet donc de comprendre la limite semi-classique entre la mécanique classique qui a à voir avec la motion, le mouvement des planètes, par exemple, lorsque leur mouvement est chaotique, et puis la physique quantique. En quoi est-ce qu'elle peut être utile pour résoudre un des différents problèmes de l'Afrique que vous connaissez? Bon, je pense qu'il est... l'on aura tort si on restreint la science à un outil pour les applications. Donc il y a les sciences appliquées et puis il y a les sciences pures. Je fais plutôt les sciences pures et je ne vous mentirai pas en disant que ce que je fais peut résoudre un problème africain à ce moment-ci. Mais je pense que les sciences appliquées ont leur mérite et elles sont capables d'apporter des solutions sur le plan, des solutions aux défis qui se posent en Afrique, mais aussi, je crois, en la place des sciences pures qui ne sont pas nécessairement appliquées maintenant, mais qui ont ce potentiel-là d'être appliquées dans le futur. Lors d'un débat, je vous ai entendu dire que les chercheurs, ceux qui font notamment les sciences fondamentales, ne doivent pas travailler sous la pression sociale. C'est ça. Oui. Est-ce que vous pouvez mieux expliquer votre pensée? Bon, partout où je vais, quand on me demande des questions, et même des fois quand je présente mes ouvrages, mes œuvres scientifiques, on me demande, mais en quoi est-ce que ce que tu fais en quoi est-ce que cela a un intérêt, quel genre d'application cela peut donc se déboucher sur. Et je me dis, mais non, c'est pas obligatoire. Mais je pense qu'il y a certains chercheurs dans le domaine de sciences fondamentales et pures qui, perplexés par cette question et dérangés par cette question, sont obligés d'abandonner la recherche en sciences fondamentales pour faire quelque chose d'appliqué, parce qu'ils veulent répondre aux gens en disant, bon voilà, j'ai appliqué ce problème, j'ai appliqué ma recherche. C'est bien d'appliquer, de s'impliquer dans les sciences appliquées, c'est bien. Et il faudrait encore qu'il y ait beaucoup plus de chercheurs dans les domaines appliqués, c'est bien. Mais nous ne devons pas réduire le nombre de chercheurs dans le domaine pur juste au profit du domaine appliqué. Donc il devrait avoir un équilibre. Ceux qui sont dans les recherches pures ne doivent pas subir une pression que ce soit. Il faudrait donc qu'ils continuent et qu'ils jouissent de leur liberté, sachant que leur travail pourrait bien être utile dans le futur. On a entendu le président du NEF, M. Thierry Zomaoun, lors de la session d'ouverture, dire que les mathématiques sont marginalisées en Afrique. Vous qui connaissez assez bien l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone, est-ce que vous confirmez cette thèse?
Oui, marginalisé bien sûr, parce que déjà nous pensons que les gens pensent que les mathématiques ne sont pas vraiment utiles. Ils voient l'utilité de la biologie, ils voient l'utilité des lettres et tout, mais ils ne semblent pas vraiment comprendre l'utilité des mathématiques. Je suis de l'école de ceux qui pensent que les mathématiques, avec la philosophie, constituent la mère des sciences. Donc, les mathématiques ont vraiment de l'importance et il faudrait que donc cette mentalité change et il faudrait que les gens puissent comprendre que les mathématiques ont leur place dans le développement des pays, ont leur place dans le développement des autres sciences, ont leur place dans le développement et dans l'épanouissement de l'esprit humain et à ce titre ne devraient pas être marginalisés. Justement, lorsque vous parlez de philosophie, je vous ai entendu hier tout lors du débat relever que dans le passé, les philosophes étaient également des mathématiciens. Ah oui, il n'y avait pas vraiment de distinction. Newton, c'était un philosophe, mathématicien, physicien. N'importe quel, la plupart d'entre eux, Galilée aussi, mathématicien, physicien, et puis philosophe. Donc, il y avait donc, c'était même là où on comprenait l'utilité des mathématiques. Et je pense qu'il est temps qu'aujourd'hui, nous puissions avoir encore de tels savants qui sont un peu partout et cela va donc aider à la valorisation, la meilleure valorisation des mathématiques. Comment se manifestait cette marginalisation pendant votre parcours scolaire dans ces deux pays? Bon, la marginalisation, je vais commencer par un simple exemple. J'avais mon bac, quand j'avais mon bac C, et puis je suis parti visiter la tante d'une amie et la question qu'elle me pose c'est « Que veux-tu faire à l'université ?» Je dis « Je veux faire les mathématiques physiques. » Il dit « Mais tu veux devenir professeur? Tu veux devenir enseignant ?» Mais je dis « Mais pas nécessairement, je veux faire les maths. » Il dit « Non, mais tu sais pas que les gens là qui font les mathématiques physiques deviennent des professeurs, des enseignants, ils sont pauvres. » Je dis non, je ne crois pas en ça. Je dis je veux être enseignant, je veux être chercheur, je veux être professeur et je veux réussir dans la vie et être un grand homme. Donc ça c'est déjà une marginalisation. Déjà mentalement il y a cette barrière. Alors il faudrait qu'on brise cela. C'est vrai, il faudrait qu'on brise cela, mais à travers des actes concrets aussi, en améliorant le bien-être des mathématiciens, pas seulement des mathématiciens, mais de ceux qui sont des pédagogues en général, donc de ceux qui sont dans l'académie. Il faudrait qu'il y ait donc l'amélioration des bien-être. Il ne faudrait pas que les gens regardent ce métier noble comme un métier de pauvre. Voilà, parce qu'on a quand même le cerveau et si on devrait faire des choses autres, on allait bien exceller. Donc on a eu cette passion pour les mathématiques parce qu'on a vu l'utilité de ces mathématiques et on a eu cette inclinaison. Alors il ne faudrait pas pénaliser et marginaliser les mathématiques par un bien-être maigre. Alors il faut donc qu'il y ait une amélioration du bien-être. Déjà, je sais qu'il y a des initiatives un peu partout qui permettent donc l'amélioration du bien-être, mais ces initiatives-là sont toujours limitées. Il faudrait donc étendre ces initiatives, que ces initiatives parviennent surtout les écoles publiques, pas seulement dans les institutions privées, mais les institutions publiques. Il faudrait aussi donc qu'il y ait cet épanouissement sur le point de vue bien-être.